La plupart des enfants éprouvent des sentiments douloureux au moment du divorce de leurs parents et souffrent des symptômes graves et prolongés pouvant comporter notamment des problèmes d'intériorisation ou d'extériorisation. Les conflits des parents avant, durant et après le divorce ont un effet nuisible sur les enfants. Toutefois, il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir une relation avec les deux parents, sauf au cas où il y a un conflit marital grave ou il y a des cas de violence. Malheureusement, beaucoup de pères qui entretiennent une relation aigrie avec leur ancien partenaire sortent simplement de la vie de leur enfant. En pareil cas, les enfants risquent de subir un double désavantage dans leur perte psychologique. Dans la perte psychologique d'un parent et la perte d'un soutien financier. Le défi principal auquel font face les parents qui divorcent consiste donc à établir de nouvelles relations coparentales entre eux. Et ils doivent donc mettre de côté leurs propres sentiments pour ne focaliser que sur l'intérêt de leurs enfants, même si, au départ, elle est source d'une grande détresse sur le plan personnel pour eux. Les enfants sont très sensibles à tous les âges pour la question qui concerne le divorce de leurs parents, quoique ils expriment cela de différentes façons, suivant le stade de leur développement. En outre, les enfants sont sensibles à tous les conflits entre parents, y compris même quand il y a une politesse empreinte d'une forme de sourde hostilité entre eux. Les enfants qui vivent dans les divorces de leurs parents ont toutes sortes de réactions affectives et de comportements dans les mois qui suivent. Ils peuvent régresser, ils peuvent devenir irritables, ils peuvent devenir exigeants, ils peuvent être désobéissants. Leurs relations sociales, leur rendement scolaire peuvent en souffrir. Et c'est quelque chose que vous devez très bien comprendre. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas responsables de ces événements qui frappent leurs parents. Et que leurs parents n'ont pas cessé de les aimer. Et qu'ils sont là pour répondre à leurs besoins. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Non, maître. Pas de questions. Moi non plus, maître. Je n'ai pas de questions. Bien. Nous n'allons pas vraiment parler des problèmes du point de vue psychologique, mais plutôt du point de vue du droit. Comme vous avez un divorce conflictuel, le tribunal va ordonner que vous suiviez des cours sur les responsabilités parentales. Le cours sur les responsabilités parentales, ça veut dire quoi cela? À ces cours, vous allez avoir de l'information sur le développement de l'enfant. De l'information sur la façon dont les conflits entre parents affectent les enfants, des exercices axés sur les aptitudes à aider un parent à mieux communiquer et à régler un conflit avec l'autre parent. Mais nous n'avons pas besoin de ce genre de cours, maître. Dans votre cas où il y a eu des antécédents de violences familiales? Il n'y a pas eu des antécédents de violence familiale. Juste une fois, par erreur, et vous le savez. La violence peut être aussi simple que pousser, gifler, étouffer. Ça peut être aussi le simple fait de mordre quelqu'un. La destruction de biens, l'intimidation psychologique, les menaces contre les enfants et d'autres personnes, même les menaces contre les animaux de compagnie. Vous savez, la liste est très longue. La liste est très longue sur les différents types. Ou encore, si l'un des partis prétend qu'il y a eu de la violence, vous devez assister séparément à des cours, à des moments différents. Oui, cela serait mieux pour tout le monde. Quand le tribunal trouve qu'un divorce est très conflictuel, il va établir un plan de responsabilité parentale. Mais c'est encore quoi cela? Ce plan est toujours dans l'intérêt des enfants. C'est un plan qui aide à réduire les risques de conflits entre parents, qui permet de maximiser le temps que les enfants passent avec ceux qui le connaissent et qui les aiment, qu'ils soient de gardiens assurant leur sécurité et qu'ils consentent à exercer leurs responsabilités parentales. Il tient compte des besoins de développement des enfants.
Mais tu connais les droits et les obligations des parents. Nourrir, vêtir, éduquer les enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que tu peux être exaspérant? Veuillez continuer, s'il vous plaît, maître. Merci. Le plan de responsabilité parentale expose en détail les droits et les obligations des parents, notamment tenir un registre que les enfants doivent avoir sur eux lorsqu'ils sont en déplacement et vont rendre visite à l'autre parent. Donc cette liste doit contenir des renseignements sur les repas, sur les médicaments, sur les activités, etc. Et pas mal de choses. Mais je suis vraiment surpris. Mais pourquoi faut-il avoir un tel registre? C'est pour que les deux parents puissent communiquer avec le moins de contacts possible entre eux. Et éviter ainsi que l'enfant ne soit celui qui soit responsabilité de transmettre des messages de la part de l'un vers l'autre et vice-versa. Cela au moins fait du sens. Absolument. Le transfert des enfants se feront dans des lieux publics, comme un restaurant, une bibliothèque, une garderie, un parc public. Et pourquoi le transfert des enfants, maître? C'est quand le parent qui n'a pas la garde vient prendre les enfants pour son droit de visite, au lieu que ce soit chez le parent qui a la garde de visite, eh bien, ça va se faire ailleurs. Oui, je comprends. Il faut bien comprendre que la violence familiale nuit aux enfants, peu importe leur relation avec les parents. Les enfants qui ont été témoins des incidents graves, qui ont vu cela de leurs propres yeux, ils ont vu leurs parents perpétrer ce genre de choses, ils peuvent être gravement et chroniquement traumatisés. Et ça peut avoir des conséquences sur le plan émotionnel, sur le plan social. Ça peut affecter beaucoup de choses. Oui, on comprend. Donc, c'est pour ces raisons qu'il faut protéger les enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas témoins de menaces, de violences ou de services physiques, ni exposés à un climat de violence au foyer. Mais vous le savez, quelqu'un peut se comporter d'une façon que la plupart des gens qualifient de destructive, mais que son comportement peut, à la limite, se conformer à sa culture et à son milieu natal. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Cela n'excuse rien. Lever la main sur quelqu'un devant les enfants est inqualifiable. Tout à fait d'accord. C'est pourquoi les employés des services du tribunal et des divorces sont sensibilisés aux différentes cultures auxquelles ils peuvent faire face. Donc, ils peuvent tenir compte d'une culture à l'autre lorsqu'ils doivent interpréter la violence familiale et aider les familles à établir un plan qui leur permettra de garder les enfants et qui permettra d'établir aussi un plan de visite approprié. Et maître, maintenant, dans les cas de violence, à qui les enfants sont confiés? La garde légale est normalement accordée aux parents non violents. Dans de tels cas, les parents n'ayant pas la garde peuvent se voir refuser un droit d'accès au dossier médical et scolaire de l'enfant si les documents comportent des informations personnalisées telles que l'adresse ou le numéro de téléphone de l'autre parent. Et pourquoi cette interdiction, maître? Alors c'est pour des raisons de sécurité. L'autre parent a le droit de garder ses renseignements confidentiels. Et comment ça se passe pour les droits de visite alors, maître? On va essayer de limiter l'exposition de l'enfant aux conflits parentaux. Il n'est peut-être pas souhaité de faire des fréquentes visites lorsqu'il y a des conflits continuels qui se passent entre les deux parents, ou si l'enfant ne cesse de réagir avec stress chaque fois qu'il va visiter l'autre parent. Il faut s'assurer surtout du confort et de la sécurité de l'enfant. C'est ça la clé. Et alors dans ces cas, maître, si l'enfant veut fréquemment voir le parent? Dans le cas où un des enfants voudrait voir plus un autre parent, le besoin de contact avec l'autre parent qui n'a pas la garde, il est possible de pouvoir convenir de droits de visite qui sont un peu plus longues, qui permettraient justement des visites plus longues. J'ai aussi entendu parler visite surveillée. Qu'est-ce que cela veut dire, maître? Ces visites obligent une tierce personne à s'assurer du transfert de l'enfant d'un parent à l'autre. Comme ça, les deux parents ne sont pas en contact et cette tierce personne reste avec l'autre parent qui assume la visite. Mais entre nous, tout cela,
À quoi ça nécessite? Alors, les visites surveillées sont recommandées quand il y a des signes ou des menaces de violence qui ont régné dans le passé ou qui sont encore récents. Donc, dès qu'il y a ces signes-là, on peut alors définitivement promouvoir cela. Et qui en est le surveillant et où cette visite doit se passer? Le surveillant peut être une personne avec qui l'enfant se sent à l'aise. Et pour ce qui est des visites, ils doivent avoir lieu à un endroit où l'enfant se sent tout à fait en sécurité et il est à l'aise. Et alors, dans ces cas, peut-on mettre fin à la surveillance? Elle peut en effet être supprimée si les menaces ou les actes de violence cessent pendant une période jugée convenable par le tribunal et par une ordonnance judiciaire, quand la personne qui a causé la violence a suivi avec succès des séances de counseling approuvées. Y a-t-il des recommandations si un enfant présente des signes de traumatisme dû au divorce? Oui, en effet. Les enfants qui ont des symptômes de crainte et d'anxiété, qui refusent constamment les visites, qui affichent d'autres troubles liés aux visites à un des parents perçus comme ayant perpétré des actes de violence, doivent normalement être vus et évalués par les travailleurs du tribunal de divorce ou par un conseiller thérapeutique ou défenseur formé à interroger les enfants et disposé à s'entretenir avec les responsables de ces enfants et les responsables des services du tribunal de divorce. Et quel est le but de cette évaluation, maître? Le but de l'évaluation est d'entendre les préoccupations de l'enfant et de recommander un calendrier approprié au tribunal, y compris les mesures de protection qui sont énoncées dans le plan de visite et qui aident l'enfant à se sentir, lors de ces visites, de plus en plus à l'aise et d'être de plus en plus en sécurité. Un enfant peut-il parler à un juge, maître? Oui, absolument. Il y a des enfants qui expriment un vif désir de parler à un juge et qui écrivent parfois même des lettres au tribunal pour leur signifier ce désir-là. Alors, ils doivent normalement être autorisés à parler avec les travailleurs des services du tribunal de divorce ou à un conseiller juridique ou encore, comme je l'ai dit précédemment, à un conseiller en santé mentale formé pour interroger les enfants et disposé à s'entretenir avec les responsables des services du tribunal de divorce. Est-ce que c'est une bonne idée cela? Et qu'est-ce que les enfants y connaissent en matière de divorce? L'idée d'interroger les enfants est de mieux comprendre leurs désirs et leurs besoins et même de leur donner ainsi une occasion de se faire entendre. Il faut indiquer clairement aux deux parents qu'ils ne témoignent pas contre eux, qu'il ne lui appartient pas de décider de la garde ou de droit de visite, et qu'il n'a pas à choisir entre ces deux parents. Ce n'est pas sa responsabilité. C'est tout à fait ce que je pense. Les enfants qui ont été témoins d'incidents graves et répétés de violences, de conflits parentaux, risquent d'avoir subi des traumatismes graves et chroniques. Ils ont besoin d'une aide psychologique. Leur réticence et leur refus de visiter parfois un des parents ne doit pas être considéré comme un simple fait que, bon voilà, ils n'aiment pas aller rendre visite à ce parent-là. Autant que possible, il faut les orienter vers un service de traitement psychologique et chaque parent, victime ou auteur, aura peut-être besoin, lui aussi, des séances de counseling séparées. Nous ferons tout pour le bien-être de nos enfants.